Bonjour à tous. La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Mertoniri va procéder à l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Valérie Bourron. Jean-Pierre Chaurel. Présent. Élodie M sera représentée par Philippe Rocheteau. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Présent. Véronique Gigou. Roger Coquin. Jacques Bardet. Michel Paladel. Alain Gauthier. Présent. Fernand Demitte sera représenté par Roger Coquin. Hervé Beau. Janine Sauvant. Joël Luidine sera représenté par Alain Gauthier. Moi-même. Éric Bonnefoy. Présent. Émilie Guérel. Anis Moidel sera représentée par Jean-Pierre Chaurel. Ségolène Revest. Roger Huillier. Martine Henriot. Gérard Minot. Marc Bayle. Présent. Philippe Lefebvre. Présent. Philippe Leclerc. Présent. Karine Pinet. Et Madame Floriane Cercio, je crois, sera représentée par Madame Henriot. Merci. Nous allons commencer par voter les procès-verbaux des séances du Conseil du 10 décembre et du 22 décembre. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? En ce qui concerne les décisions et contentieux, donc les contentieux, il n'y en a pas. Les décisions, vous avez pu observer qu'elles sont à cheval sur l'année 2021 et l'année 2022. Donc on a les 63 à 72 qui concernent des exonérations, abrogation, création de régie de recettes, tarifs d'occupation du domaine public. Et les décisions de 1 à 6 concernent l'occupation du domaine public. Simple observation, en ce qui concerne le marché nocturne, il n'y a pas d'augmentation. Je vous donne les points principaux. L'augmentation des tarifs par manifestation est exactement sur les mêmes bases que celles des années précédentes, est basée sur les linéaires. Pour ce qui est du marché journalier et du marché hebdomadaire, il n'y a pas eu d'augmentation au cours des 3 dernières années et l'augmentation va être à hauteur de 2%, qui consiste à peu près entre 0,02 centimes et 0,10 centimes. Pour ce qui est des commerces, il n'y a pas eu d'augmentation en 2018 et 2019. Il y a eu une exonération totale en 2020, partielle en 2021, du 1er janvier au 18 mai, donc bien évidemment en rapport avec les périodes de confinement. Et il y a une augmentation de 2% en 2022. C'est pareil, augmentation en 2022 pour l'occupation des locaux communaux. Et cette augmentation correspond à ce qui était déjà prévu dans la majorité des conventions. Nous allons maintenant passer à la délibération numéro 1. Voirie communale, dénomination de voie, chemin du Roucas. En fait, c'est simplement qu'il y avait des difficultés pour un habitant, enfin une habitante plutôt, bandolaise. Son courrier n'arrivait pas toujours à destination et les dénominations de voies sont, sauf cas particulier, proposées par les riverains et s'il n'y a pas d'obstacle majeur, acceptées. Donc la riveraine concernée a proposé chemin du Roucas, qui correspond à une dénomination bien de chez nous. S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On n'a pas voté les comptes rendus? Vous avez voté?
Non. Je crois que c'était un test pour voir si je suivais, oui. Bon, ça va. Ouf, on est rassuré. Donc, délibération numéro 2. Il s'agit d'indemnisation, Madame Fuméraud, à la suite de l'endommagement de sa desserte. Donc, c'est un commerce, une crêperie. Et lors de l'installation des décorations lumineuses pour Noël, ça a été un petit peu endommagé par la nacelle utilisée par les services techniques de la commune. Donc, nous en sommes responsables. Et plutôt que de subir une aggravation de la sinistralité de la commune, et avec une franchise plus élevée à l'avenir, nous avons pensé qu'il était préférable d'indemniser directement Mme Fuméraud du préjudice qu'elle a subi à hauteur de 270 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et nous passons à la délibération numéro 3. Monsieur Coquin va vous la présenter. Oui, monsieur le maire. Donc, nous avons une délibération qui a été mise à l'ordre du jour du présent Conseil en application de l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 qui précise que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Actuellement, les agents municipaux peuvent être couverts pour la santé ou la prévoyance par des contrats collectifs et par des contrats souscrits à titre personnel sans participation de l'employeur. Certains peuvent être couverts par les contrats santé de leurs conjoints. La présente ordonnance prévoit que les employeurs participent financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents au plus tard en 2025 à hauteur de 20% minimum d'un montant de référence qui sera précisé par décret et au contrat santé au plus tard en 2026 à hauteur de 50% minimum d'un montant de référence, toujours précisé par décret. La commune, à ce moment-là, aura la possibilité soit de conclure des contrats collectifs à adhésion obligatoire des agents, après mise en concurrence des organismes mutuels, institutions de prévoyance, entreprises d'assurance, tels que définis dans l'ordonnance, et ce type de contrat devra faire l'objet d'un accord collectif majoritaire en amont. La commune aura l'autre possibilité, c'est de conclure des contrats collectifs ou individuels sans adhésion obligatoire après mise en concurrence, de la même façon. Et enfin, elle aura la possibilité d'adhérer à un contrat conclu par le centre de gestion. En effet, l'ordonnance prévoit, article 25.1 modifié de la loi du 6 janvier 1984, que les centres de gestion doivent conclure des conventions de participation qui proposent une offre en matière de santé comme de prévoyance, avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d'y adhérer. Ces choix seront déterminés dans le cadre de la concertation qui, dans les jours ou les mois qui viennent, sera ouverte avec le comité technique. Un décret en Conseil d'État, comme nous l'avons vu, ce décret précisera pas mal de choses. Donc, il va préciser les montants de référence pour la prise en charge de la prévoyance et de l'assurance santé. Il prévoira aussi quels sont les personnels qui vont être couverts par ces contrats. Actuellement, on a un projet de décret qui est encore en discussion puisque les partenaires sociaux se sont réunis il n'y a pas très longtemps et sont pas encore d'accord sur les montants exacts de la prise en charge. Donc le projet de décret qu'on avait jusqu'à présent prévoyait 27 € pour la prévoyance, soit une participation pour la commune de 5,40 €, mais d'après les informations qu'on a, on est déjà à 7 €. Les syndicats ont déjà demandé 7 € de participation des communes. Et pour la mutuelle, c'est le montant de référence, c'est 30 € avec une participation de 50%, ce qui représente 15 € minimum mensuel pour la commune. L'engagement financier global, si on se réfère à ces montants, serait d'environ 60 milliers d'euros, donc 45 milliers au titre de la mutuelle et 15 milliers au titre de la prévoyance. Ce qui figurera dans ces contrats, c'est qu'il y a un panier de soins minimum pour la mutuelle, un ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier et les dépenses de dentaire et optique. Et puis la prévoyance, donc les garanties minimums pourraient être fixées à 80% du traitement indiciaire brut, c'est-à-dire le salaire de base, et de la nouvelle bonification indiciaire, et à 30% du régime indemnitaire. Le projet de décret, là aussi, est en cours.
Donc on a des éléments que l'on connaît, on a des éléments qui sont en attente de publication. Je crois que la prochaine réunion doit avoir lieu vers le 16 février, donc on aura des informations complémentaires à ce moment-là sur les points qui sont encore en attente. Merci. Donc effectivement, il y a une nouvelle réunion très importante le 16 février entre les syndicats et le représentant des employeurs. Et nous devons débattre en tant qu'employeur public avant le 19 février 2022. Il s'agit d'un débat sans vote. Donc la parole est à ceux qui veulent poser des questions. Madame Pinet. Oui. Vous avez déjà répondu à une question puisque vous venez de préciser qu'il y aurait une réunion, donc je pense un comité technique qui aura lieu pour le 16 février qui débattra sûrement des montants que vous allez affecter ou que vous proposerez au syndicat. Donc vous avez déjà répondu à une de mes questions. Pas tout à fait. Ah, alors vous allez m'expliquer. Alors je non, c'est juste une précision. Monsieur Coquin a, dans sa présentation, parlé du comité technique. Je pense qu'il faisait allusion à notre comité technique. D'accord. Alors je vais vous poser une autre question alors du coup. Vous présentez une délibération relative à la mise en œuvre du nouveau régime de protection sociale complémentaire et de son calendrier, tel qu'il en résulte de l'ordonnance du 17 février 2021. Vous y évoquez en particulier les enjeux et les niveaux de participation qui, comme vous le citez, pourraient entraîner un coût de 60 000 € pour notre commune. J'aimerais savoir sur quelle base avez-vous établi ce surcoût et auprès de combien de mutuelles labellisées vous êtes-vous rapproché pour évaluer ce montant. Par ailleurs, je termine. Par ailleurs, votre rapport ne fait pas état du caractère facultatif pour un agent de contracter une prévoyance dans le cadre d'une protection sociale. En tout état de cause, quelle serait la participation de la collectivité si celle-ci ne relève pas que de la protection santé? Enfin, et là c'est ma dernière question, en amont de cette préparation, avez-vous débattu conformément aux règles d'échange avec les partenaires sociaux afin de présenter le régime et ainsi d'y évoquer les montants de la participation? Voilà. Merci. Oui, donc on revient sur notre objectif aujourd'hui, donc c'est d'attendre les résultats du décret d'application, puisqu'il il nous donnera un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas pour l'instant, c'est-à-dire le montant de participation minimum, etc. Et dès que nous aurons ces renseignements, et je vous dis, la prochaine réunion, d'après ce que j'ai vu, aura lieu au niveau national, je ne parle pas au niveau de Bandol, au niveau national aura lieu le 16 février, et nous aurons plus d'informations si les partenaires sociaux ont réussi à se mettre d'accord, ce qui est en ce moment pas évident, ça a l'air d'être assez dur au point de vue négociation. Et lorsque cela sera fait, on va passer devant notre comité technique de Bandol et on va présenter le décret d'application avec la loi avec l'ordonnance qui est en cours de discussion. Et on va laisser nos partenaires s'exprimer sur leurs souhaits. À ce moment-là, on aura déjà le choix entre conclure un contrat collectif à cotisation obligatoire, conclure un contrat collectif ou individuel à cotisation obligatoire aussi, mais avec des libertés, soit adhérer au contrat qui va être passé par la caisse, par le centre de gestion. Donc c'est à ce moment-là que, avec nos partenaires sociaux, on pourra décider, parce que vous savez très bien qu'un contrat collectif obligatoire, il pose, dans une entreprise qui est en fonction depuis un certain nombre d'années, il pose un certain nombre de questions. C'est quid des gens qui sont assurés déjà dans certaines mutuelles, quid des gens qui sont assurés par leur conjoint, etc. Or, si vous rentrez dans un contrat obligatoire, on ne peut pas rentrer dans les détails de ce type-là. Donc, il est nécessaire d'en discuter avec les partenaires sociaux de la municipalité dans le cadre du comité technique. Juste voilà, pour les montants que vous avez évalués à 60 000 €, vous vous êtes rapproché de quel organisme pour définir ces montants? Ah non, c'est pas un organisme. Vous avez actuellement, il y a un projet de décret.
Donc le projet de décret, on le met en œuvre avec nos effectifs. Vous êtes basé juste au montant qui avait été... Absolument, c'est une estimation. Hein, non, mais vous auriez pu vous rapprocher de partenaires, de mutuelles labellisées qui présentaient plusieurs contrats ou plusieurs labels et qui pouvaient définir plusieurs secteurs d'activité. Mais ça sera fait, mais ça c'est un deuxième temps. C'est-à-dire que ça on le fera à partir du moment où on aura déjà l'avis des partenaires sociaux sur le type de protection qu'on va mettre en place. Tant qu'on n'a pas défini ce type de protection, difficile d'aller voir des mutuelles puis dire et qu'est-ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous faites là. Je pense qu'on va prendre le temps. Je vous rappelle que d'après l'ordonnance, on a jusqu'en 2025 pour la prévoyance, jusqu'en 2026 pour la mutuelle. Nous espérons pouvoir faire mieux, mais on a quand même du temps pour faire on ne va pas se précipiter, quoi. Oui, je crois que j'ai répondu à vos questions, il me semble. Pour plus de précision sur la question sur le montant, ça a été évalué en interne en se basant sur les montants qui sont dans le projet de décret, c'est-à-dire de 5,40 € qui sont devenus déjà 7 € pour la prévoyance et 30 € pour la mutuelle, en sachant que ça peut évoluer. Donc ça a été appliqué au nombre d'agents et ça a été calculé de cette manière-là. Donc c'est une approximation pour l'instant qui ne tient pas compte de l'avenir. Est-ce que vous avez eu la réponse à toutes vos questions? Voilà, donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes favorables sur le principe à la mise en place de ces protections, sachant que ça fera l'objet effectivement d'une discussion en comité technique à l'échelle de la commune, et il faudra regarder, discuter, notamment par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec des agents qui sont qui ont pris eux-mêmes déjà des mutuelles, bien évidemment, pour la majorité d'entre eux. Qui est contre? Non, mais justement, il n'y a pas de... En plus, j'ai pris la peine de le préciser au début. Donc, on passe à la délibération numéro 4. Donc, la dernière, il s'agit du débat d'orientation budgétaire qui, lui, sera conclu par un vote, puisque c'est un rapport d'orientation budgétaire. En introduction, très court, ce qui va vous être présenté, je pense que ça correspond à un projet de budget à la fois ambitieux et raisonnable. Et les orientations qui vont vous être présentées dans un instant me semblent à la fois réalistes avec un certain optimisme qui prend en compte malgré tout quelques incertitudes concernant le contexte sanitaire. Et nous suivons une trajectoire que je qualifierais de saine et équilibrée. En tout cas, c'est ce qui a été souligné dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a concerné les comptes de 2013 à 2019. Et je vais passer la parole pour cette présentation à Madame Bourron, première adjointe, et à Madame Larousse, directrice des services financiers.
Alors tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier Madame Bourron et Madame Larousse pour cette présentation que je trouve claire, et c'est une petite prouesse compte tenu des chiffres, des ratios qui sont souvent indigestes à présenter. Je voudrais remercier et féliciter tout particulièrement Madame Larousse, donc la directrice du service financier, parce qu'il y a un gros travail de préparation auparavant pour arriver à tous ces éléments que nous avons pour le débat et le rapport d'orientation budgétaire. J'étais particulièrement attentif à ce qu'on appelle les ratios retraités, et donc vous avez pu constater qu'en fait, sur 2019 et 2020, la situation est stable et ne s'est pas améliorée, contrairement aux courbes non retraitées. C'est juste un détail qui n'en est pas un, parce qu'on a une situation parfaitement stable au niveau des ratios entre 2019 et 2020. Et je relève, avant de rentrer dans le débat, un point qui, j'y suis particulièrement attaché, c'est l'importance du montant attribué aux travaux en 2022, puisque vous avez vu qu'il y a 3,9 millions qui sont prévus, dont 3,4 millions de travaux effectifs, et ça ne concerne pas les grands projets. Voilà, donc le débat est ouvert et nous attendons vos commentaires et vos questions. Monsieur Bell. Merci, Monsieur le maire, et bonjour à tous. Les élus de l'opposition auront beaucoup de choses à dire. C'est le signe de leur part de l'intérêt qui porte à ce débat d'orientation budgétaire. Pour ma part, je reconnais, je l'ai déjà dit en commission des finances, le travail fait par les rédacteurs et les présentateurs de ce rapport, même si, comme vous pouvez vous y attendre, nous avons quelques observations. Alors, les observations, pour ma part, ce seront d'abord des observations de nature technique et ensuite quelques observations de fond. Sur les observations, disons, de nature technique, ça est un petit peu dépourvu d'arrière-pensée politique. J'en ferai quatre ordres. La première, je l'avais faite en commission des finances lundi dernier, c'est la nécessité, je crois, que soient bien identifiées toutes les dépenses qui sont liées au Covid. Nous en avons discuté et vous avez établi effectivement déjà quelques éléments concernant ces dépenses au Covid, surtout les aides aux commerçants dont Mme Bourron, Mme Larousse ont parlé. Je pense que le périmètre de ces dépenses éligibles au Covid peut être davantage élargi. Je pense par exemple à toutes les dépenses qui sont liées, par exemple, aux frais de nettoyage des bâtiments et des véhicules, les achats de matériel de protection médicale, des actions de soutien, par exemple, s'il y en a eu, au tissu associatif, des incidences aussi sur les contrats de commande publique. Donc ma suggestion, c'est que on est là au niveau du DOB, mais c'est que peut-être au niveau du compte administratif, lorsqu'il sera présenté, il y ait une annexe qui recense toutes les dépenses relevant directement ou indirectement des conséquences de la Covid. Ceci est d'ailleurs permis par une circulaire interministérielle de 2020 qui incite même les collectivités à identifier dans leur compte administratif ces dépenses. Ensuite, c'est la comparaison qui est faite à plusieurs reprises dans ce rapport avec des communes avoisinantes. Et comme je l'avais dit déjà en commission des finances, comparer à plusieurs reprises le Beaussais, qui est une commune de l'intérieur, avec une commune littorale qui est Bandol, ça ne me paraît pas tellement opérant. Je dirais la même chose aussi pour Sanary, dont la population est le double de celle de Bandol.
il me semble, naïvement peut-être, que la seule commune comparable, c'est celle de Saint-Cyr. À peu près le même nombre de population, commune littorale, même modèle économique. Troisième observation, toujours nature technique. Ce rapport, c'est à mon avis plus un rapport de rétrospective budgétaire qu'un rapport d'orientation budgétaire. Alors vous partez dans la plupart des tableaux que vous appelez tableaux d'évolution prévisionnelle de 2014, bon, année qui n'est pas neutre, je reconnais, politiquement, et vous arrêtez le plus souvent possible à 2022. Voilà. Donc je me demande si vraiment on peut appeler ça un rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Je vais vous donner ce qui me paraît être mon explication là-dessus. Donc c'est plus pour moi un document de rétrospective budgétaire qu'un DOB au sens où la législation entend un DOB. Sur les ratios, et là encore je suis dans le domaine technique, bon, sur le poids des impôts locaux, on ne va pas faire des querelles sémantiques. On augmente la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, donc on ne peut pas dire qu'il y a une absence d'imposition. Il y a une augmentation d'imposition. Je ne parle pas du fond de la mesure, on en a déjà discuté. Hein. Ça me fait penser un petit peu lorsque certains gouvernements augmentent la CSG, mais disent, par ailleurs, il n'y a pas d'augmentation d'impôt. Or, la CSG, c'est un impôt. Le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Il y a un ratio que vous n'avez pas évoqué, mais qui existe au niveau de Bercy, que vous avez cité à plusieurs reprises, c'est le coefficient de rigidité structurelle. Qu'est-ce que c'est le coefficient de rigidité structurelle? C'est un peu la marge de manœuvre, les marges de manœuvre qu'a une commune pour mettre en action ses politiques. J'ai relevé qu'il était de 51%. Actuellement, il est de 54%, alors que la moyenne de la strate des communes comparables est de 51%. Alors, je dis tout de suite, je fais pas lanceur d'alerte. Je crois que le seuil d'alerte est de 65%. Question aussi, toujours dans le domaine technique, sur le niveau des subventions. Donc, qu'on trouve à la page 21, de l'ordre de 370 000 euros, hein. Bon, en 2022. Et donc là encore, on compare par rapport aux communes limitrophes. Mais je me demande si le périmètre que vous prenez est tout à fait pertinent, puisque vous prenez aussi les subventions au CCAS, les subventions à la Caisse des écoles. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir, peut-être au niveau du compte administratif, les subventions proprement dites aux associations privées, aux associations de loi 1901, et éventuellement, s'il faut regarder ce que fait le voisin, ce que les voisins donnent en matière de subventions aux associations. Alors, là, ma question, elle est technique. Hein, c'est le compte 65-74, subventions aux associations de personnes privées. Ce serait vraiment valable, plutôt que de mélanger un petit peu tout ce qui... On ne peut pas mélanger ce qui est donné au CCAS, à la Caisse des écoles, avec les associations. Voilà, ça c'est pour le plan technique. Ma deuxième série d'observations, elle porte davantage sur le fond. Puis c'est un débat. Hein. Premièrement, il y a des zones d'incertitude. J'emploie à dessein le terme que M. le maire a utilisé. Ces zones d'incertitude, c'est d'abord un plan pluriannuel d'investissement qui n'est pas encore abouti. Ensuite, il y a un PLU aussi qui en est assez balbutiement. Il y a des travaux sur le front de mer, dont on a beaucoup parlé au dernier trimestre, mais on ne connaît pas encore les avis donnés par les services de l'État et surtout parce que ce qu'on dira l'autorité environnementale lorsqu'elle sera saisie. Mais plus encore, ce qui est important, c'est de savoir, et le DOB est quand même lié à cela, c'est de savoir s'il y a vraiment une stratégie d'investissement. Tout à l'heure, M. le maire a parlé du rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce même rapport de la Chambre régionale des comptes
avec à me souligner les difficultés pour la collectivité à définir une stratégie d'investissement. Je la cite, pas de stratégie d'investissement claire à moyen et long terme, absence de PPI, absence d'outils de pilotage. Donc, qu'en est-il de la stratégie d'investissement? Alors, je sais bien, il y a le projet de fonds de mer, le projet de Ferrari. Je ne vais pas discuter sur le fond, vous savez tout le bien que l'on en pense dans l'opposition. Mais est-ce que cette stratégie d'investissement porte aussi sur le reste, sur les quartiers du centre-ville, les quartiers périphériques? Ce PPI, mais vous l'avez dit, je vous rends l'honnêteté d'avoir dit, le PPI est encore un objectif, disons. Alors, à la page 22, il y a déjà un tableau sur le PPI. Donc, ce tableau, il a le mérite d'exister par rapport aux exercices précédents. Donc, il y a une liste de travaux, mais on serait gourmand de savoir quel est le contenu de ces travaux. De manière, il veut plus de précision. Certains, évidemment, nécessitent des études. Ça, je veux bien le comprendre. Quel est l'état d'avancement? Quelles sont ces études? Voilà. Donc, faire un PPI qui n'en est pas encore un, avant un projet de PPI, c'est clairement une liste de travaux, ça mériterait quand même qu'il y ait un peu plus de précision, mais je suis persuadé que vous nous en direz plus lors du débat sur le budget primitif, voire sur le compte administratif, ou dans d'autres occasions qui vous appartient de lancer. On a parlé déjà depuis longtemps de cette affaire de PPI. Je crois que vous avez des recrutements de directeurs de cadres ont été opérés. Enfin, je ne crois pas, non, je sais. Donc j'ai cru comprendre que ces directeurs, et c'est une bonne chose de renforcer l'encadrement d'une collectivité, sont peut-être en train sur le pont pour préparer ce PPI. Donc on aimerait légitimement connaître un petit peu quels sont les calendriers, les études, avoir un peu plus de précision que ce tableau qui a le mérite d'exister, mais qui me méritait dans ce rapport d'être un peu plus détaillé. Je ne demande pas d'ailleurs de le faire maintenant, ça peut être fait à l'occasion de notre séance. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Bell. Donc, en ce qui concerne les points techniques, donc dépenses liées au Covid, je prends acte de votre souhait d'un élargissement. En ce qui concerne les communes voisines, effectivement, la comparaison avec Sanaré et Saint-Cyr est, je pense, davantage pertinente puisque ce sont des communes du littoral, donc je ne ferai pas de commentaires. Alors sur la rétrospective et sur le fait de ne pas avoir assez de prospective, j'y reviendrai en fait par rapport à vos commentaires sur le fond, puisque les deux sont liés. En ce qui concerne les ratios, les impôts locaux et la taxe sur les résidences secondaires, donc je pense que ça a été transparent. On ne cherche pas à cacher qu'il y a une augmentation qui est significative, puisqu'on passe de 20 à 60%, on en a déjà débattu, on a expliqué les raisons. Donc oui, il y a une augmentation de la fiscalité locale liée à l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il n'empêche que sur les autres taxes, il y a une stabilité pour la 7e année consécutive. En ce qui concerne le coefficient de rigidité structurelle, donc effectivement, on peut s'y intéresser. Ça fait partie donc, des quatre ratios utilisés par la préfecture. Comment dire, les choses ont un petit peu évolué au fil des années et les ratios capacité de désendettement
et taux d'épargne brute sont des ratios qui sont plus performants en termes surtout de réactivité. Si vous voulez, le coefficient de rigidité structurelle, en fait, pour schématiser, c'est une épargne nette qui est calculée par division et non pas par soustraction, comment dire, le profil de la dette joue un rôle considérable dans son évaluation, et c'est un ratio que je qualifierais de relativement inerte, justement, et qui n'est pas un reflet immédiat de la situation financière d'une commune. En ce qui concerne les subventions aux associations, votre remarque est tout à fait justifiée. Enfin, pas tout à fait, je pense. Elle est justifiée en ce sens que, effectivement, ça ne traduit pas les subventions directement aux associations, puisque ça mélange les subventions qui sont attribuées à certains budgets annexes. Et donc, on a cité, Madame Larousse l'a bien fait, l'Office de tourisme et le CCAS. Cependant, ça répond en fait à la nomenclature, et donc c'est un chiffre global qui est noté dans la nomenclature, et on peut s'intéresser aux comparaisons directes au niveau association. Ça a été fait. Donc ça, c'était les chiffres de 2018. Donc là, c'est vraiment les subventions aux associations, purement. Donc Bandol, il y avait 430 000 €. Sanary, 550 000 €. Donc avec une population qui est plus de 2 fois supérieure. Saint-Cyr, 190 000 €. Et le Bossé, 135 000 €. Voilà, je ne ferai pas de commentaires sur les chiffres, si ce n'est que Bandol est, et je m'en réjouis, très bien placé. En ce qui concerne vos remarques sur le fond, oui, bien évidemment, c'est important, puisque c'est même le cœur du débat. C'est le cœur du débat démocratique, je dirais. Et c'est bien le lieu où on doit entendre ce que dit l'opposition, qui traduit ce que pense une partie de la population, qui n'est pas du tout négligeable. Et donc ça mérite effectivement réponse et explication. Alors, vous faisiez allusion aux travaux du front de mer. Bien évidemment, c'est logique. C'était dans notre programme électoral. Et vous avez fait remarquer que ça dépendait de ce qu'en pensent les services de l'État, les études environnementales, bien évidemment. Et je dirais même, il y a un autre service qui va être important à consulter, qui est l'Agence régionale de santé. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous, vous regrettez qu'il n'y ait pas un PPI plus abouti. Je dirais, le PPI qui vous a été présenté, c'est déjà pas mal par rapport à la situation, le niveau auquel on se trouve. C'est-à-dire, effectivement, avec des projets qui sont en cours d'analyse. Nous sommes effectivement pour parler avec les services de l'État. On les a rencontrés, on leur a parlé de nos projets, ils nous donnent leur avis. On a fait déjà travailler des bureaux d'études, on continue à le faire, études de circulation, stationnement, études de faisabilité, justement concernant nos projets.
Et alors, vous soulignez le rapport de la Chambre régionale des comptes qui effectivement notait, trouvait insuffisante la stratégie en matière d'investissement. Elle aurait voulu que les choses soient plus claires en la matière. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, la Chambre régionale des comptes a analysé la situation de 2013 à 2019, et peut-être que, et même je n'en doute pas, elle serait moins critique aujourd'hui avec ce qu'on présente, même si ça n'est pas tout à fait abouti. Et bon, je pense que ça, c'est de bonne guerre, je dirais, que je rappelle une fois de plus, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y avait effectivement des remarques, quelques réserves, ce qui est tout à fait normal, mais vous ne l'avez pas dit, et ben, je pense que c'est plutôt à moi de le dire, bien évidemment. Elle a noté un redressement spectaculaire, c'est le mot employé, des finances de la commune et de la stratégie en la matière. Voilà, bon, j'en dirai pas plus. Pour ce qui est de l'avancement de ces projets d'investissement, on en est donc encore dans les phases d'études, et je dirais que c'est particulièrement important. Je compare souvent avec le projet du quai de Gaulle, pour lequel les études avaient commencé dès l'année 2014, et le premier coup de pioche a commencé nettement plus tard. Et j'avais souhaité obtenir le maximum de garanties pour mener de la meilleure manière possible ce projet. Et là, aujourd'hui, je dirais un petit peu la même chose. Je ne voudrais pas qu'on se loupe. Notre projet est ambitieux. Il va probablement être un petit peu amendé en fonction de ce qui nous revient au niveau des études, des discussions avec la DDTM. Pourquoi je parlais de l'ARS ? Nous avons, en cours de route, en discutant, notamment au cours de l'étude de faisabilité, pensé que le projet pouvait un petit peu évoluer. Je l'avais déjà évoqué il y a 1 an, c'est-à-dire ne pas forcément envisager une surélévation du stade de foot, et on étudie la possibilité de le transférer au stade des Grands Ponts. Et là, on a une discussion aussi avec l'ARS. On avait déjà eu une discussion avec la DDTM par rapport au PPRI, c'est-à-dire au risque inondation. On avait aussi un projet de parking à ce niveau-là. La DDTM n'était pas opposée à ce projet. Et puis on s'est intéressé aussi à l'arrêté du préfet, qui date maintenant, je crois, d'une dizaine d'années, au sujet du périmètre et de la protection du puits de Bourgarel, qui représente à peu près 30% de notre alimentation en eau. Et donc il est très très important qu'il soit préservé et que les projets sur la zone respectent ce périmètre de protection. Le stade des Grands Ponts est dans cette zone de protection sous arrêté du préfet. Donc là, on a commencé à échanger avec l'ARS. Et donc la constatation que vous faites, finalement, nous faisons la même. C'est-à-dire que nous avons un projet, nous on le qualifie d'ambitieux. Vous, peut-être, vous auriez préféré un autre projet qui était celui de votre campagne. Mais bon, c'est celui-ci dont on parle, qui peut être amené à évoluer en fonction des contraintes que vous avez tout à fait justement soulignées. Et donc, finalement, j'y verrai pas
j'y verrai pas vraiment un reproche dans ce que vous dites. J'y vois plutôt le fait que nous prenons le temps nécessaire pour réaliser ce projet avec d'éventuelles petites modifications dans les meilleures conditions possibles et toujours, et je pense que là, on se retrouve dans l'intérêt des bandolets. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Commentaires? Alors, je voudrais rajouter une chose. Vous avez parlé des recrutements. Effectivement, il y a eu plusieurs recrutements qui sont importants, et pas que concernant le débat d'orientation budgétaire, mais effectivement, concernant ce débat, il y a 2 recrutements qui sont importants. Donc nous avons recruté une directrice du développement urbain et durable et un directeur des services techniques. Effectivement, ce double recrutement nous a fait faire un bond en avant de par la qualité de ces recrutements et de la qualité du travail fourni en déjà peu de temps. Et donc, je vais me permettre de vous les présenter puisqu'ils sont là. Donc, Madame Gaborio, si vous voulez bien, voilà, donc, qui a été recrutée au mois de juin de cette année, directrice du développement urbain et durable, juin, oui, de cette année. Vous avez compris, l'année 2021. Et Monsieur El Ghizani, qui a été recruté au mois de septembre, donc de l'année qui vient de s'écouler. Et voilà, tous les deux, je les remercie chaleureusement pour le travail déjà fourni. Voilà, sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère qu'ils vont continuer à avoir la foi comme ils le démontrent depuis leur recrutement. Alors, j'ai pris des notes. Oui, donc conclusion, vous disiez, on n'est pas obligé de tout dire maintenant et il y aura d'autres occasions de débat, bien évidemment, lors du vote du budget et du compte administratif. Mais je vous dirais que l'essentiel, c'est vraiment aujourd'hui, dans le cadre du débat, du rapport d'orientation budgétaire, parce que qu'est-ce qui va évoluer d'ici le mois de mars? On a 2 mois maintenant pour voter le budget. On votera le compte administratif un petit peu plus tard. Bien évidemment, on rentrera dans les détails des chiffres pour le vote du budget et on restituera tout ce qui s'est passé dans le compte administratif. Mais tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui ne va pas énormément évoluer d'ici 2 mois ou 3 mois, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit encore une fois, on avance les études, on avance dans les discussions avec les services de l'État, et voilà, donc on vous en dira plus s'il y en a plus à ce moment-là. Mais voilà, nous avançons. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Et bon, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Non, c'est bon, merci. Merci, bon. Parfait. Et bien donc, nous allons passer au vote. Non. Ah, pardon. Excusez-moi, si c'est possible, certains de mes collègues de l'opposition voudraient... si vous n'avez pas d'objection. Non, je croyais que vous étiez le seul à intervenir. Dit en début de... Pardon. Que des élus de l'opposition auraient des choses à dire. Pardon. Un petit peu l'intérêt qu'ils ont à ce débat démocratique, comme vous l'avez indiqué. Alors, donc Madame Henriot a demandé la parole. Oui, merci. Je voudrais revenir sur les travaux de voirie en général. Donc, il est tout à fait concevable que sur des travaux à moyen terme, les études engagées ne sont pas terminées et donc nécessitent un peu de temps. Je note 2 choses. C'est donc les travaux qui sont prévus en 2022. Et là,
j'ai un peu de mal à penser qu'il n'y ait pas de vrais projets, puisque ces projets sont prêts à être réalisés. Et je donnerai pour exemple les travaux donc de la voie douce, dont vous avez dit qu'ils étaient sur le point de démarrer, et sur lequel vous dites changement du platelage. Donc, première question, est-ce qu'il s'agit de refaire à l'identique, ou est-ce qu'il y a une modification de matériaux et ou de configuration? Et donc, je suppose qu'il y a une description de travaux, voire des plans qui permettraient d'en apprécier la teneur. Ce sont des sommes qui ne sont pas neutres, que ce soit pour ce poste-là de 300 000 € ou pour la rue Didier Dora, où là aussi on indique réfection d'éclairage public et réfection de voirie. Là aussi on peut se demander, est-ce qu'il y a une modification de la configuration? Est-ce qu'il y a des plantations modifiées? C'est l'occasion en fait ce ne sont pas des petits projets, parce qu'ils donnent sur la périphérie immédiate du centre-ville, ils donnent le ton de la qualité qui pourrait advenir sur les rues adjacentes du centre-ville. Et donc ça mérite, comme vous le disiez vous-même sur les grands projets, une réflexion. Et donc peut-être que cette réflexion vous l'avez faite, et je regrette qu'on puisse pas en avoir la teneur. Donc je prends juste ces deux exemples parce qu'ils m'ont paru significatifs. Et dernier point, vous indiquez schéma directeur de la voirie qui va être engagé, et en précisant taux de dégradation par voie. Là aussi, dans tous les quartiers, au-delà des dégradations qui sont à répertorier, il me semble qu'il peut y avoir un véritable schéma directeur de traitement de ces voiries. Certaines sont très larges. Il peut y avoir des aménagements qui soient en termes de pistes cyclables, qui soient en termes d'amélioration des piétonniers ou en termes de plantation, et que peut-être, donc au-delà de la simple indication des dégradations, on puisse avoir de vrais projets et qu'on puisse en avoir connaissance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Je me permets, si vous voulez bien, monsieur le maire, je vais juste compléter ce que ma collègue était en train de vous dire. En fait, nous nous interrogeons réellement sur un schéma directeur parce que, comme elle le faisait remarquer tout à l'heure, sur le platelage de la voie douce, lors du DOP 2021, vous annonciez des travaux à hauteur de 550 000 €. Aujourd'hui, les travaux qui seront réalisés seront de l'ordre de 300 000 €. Donc, effectivement, on n'arrive pas à avoir une vision de ce qui va être entrepris et comment. Ça, c'est la première chose. De même, vous parlez dans le détail de remplacement de dispositifs J11, qui sont des dispositifs réglementaires pour la voirie, par des jardinières qui sont totalement interdites sur chaussée. Donc, à moins que vous ayez un projet d'aménagement de trottoir en écluse ou en chicane, les 20 000 €, ça paraît... là aussi, on aimerait des précisions. Parce que dire on met des jardinières sur la chaussée, c'est pas très explicite. Pour terminer, Madame Henriot, vous parlez des diagnostics de voies. Je vous ai interpellé, monsieur le maire, à 3 reprises pour avoir votre avis sur des problématiques de voirie, justement, où il y avait des dangers et où j'attendais des réponses. Et il nous paraît aujourd'hui justifié que vous complétiez ces informations que nous vous demandons dans de véritables projets chiffrés et expliqués.
Et pour conclure, il y a une question que l'on se pose également, page 14 du rapport, au sujet des produits de services des taxes d'occupation du domaine public, qui, selon votre estimation, devraient retrouver un niveau équitable avant crise de 2019 à 1 034 163. Néanmoins, lors du conseil municipal du 1er octobre, vous avez validé l'élargissement du périmètre de la SOGEVA en englobant l'intégralité du quai dans toute sa largeur, du carrousel jusqu'au stade. Nous souhaiterions connaître le montant de la taxe d'occupation du quai en 2019, ainsi que les exonérations, avant crise bien évidemment, comprenant toutes les manifestations et les marchés hebdomadaires qui s'y sont déroulés. Et nous aimerions également savoir à qui les produits de la redevance d'occupation du domaine public vont-elles revenir? La commune ou la SOGEVA? Voilà. On va peut-être commencer par la fin, sur les taxes d'occupation. Taxes d'occupation du quai en 2019, ça, je ne les ai pas en tête. Hein. Donc, si on a la réponse d'ici la fin du conseil, on va vous la donner. Sur la répartition, oui, à partir du moment où le périmètre est modifié, il y aura une répartition différente au niveau du produit des services. Je pense que ça n'a rien de très surprenant. Donc le nouveau contrat de quasi-régie a été voté à la majorité, même s'il y a des recours. Pour l'instant, en tout cas, le recours en référé n'a pas prospéré. On verra ce que ça donne pour la suite. Hein. Et pour l'instant, on avance. Alors sur les travaux, je pense que ça c'est important. Travaux de voirie, le schéma directeur de voirie, c'est je pense une bonne occasion. Alors d'abord, je vais passer la parole à Monsieur Chorel, qui a dansé la délégation. Il va vous répondre sur le projet d'entrée de ville, les travaux qui commencent au niveau du platelage. Et je pense que c'est une bonne occasion, puisqu'il est là, que vous entendiez notre nouveau directeur des services techniques, qui va vous donner, lui, son approche sur l'organisation du travail et ce qu'il a déjà commencé à faire pour être le plus efficace possible. Donc, Monsieur Chorel, et ensuite Monsieur El Ghizani a le temps de réfléchir quelques secondes. Oui, donc la voie douce. Bon, déjà, rapidement, la différence de montant de travaux annoncé en octobre et le montant qui vous est annoncé dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, dans le rapport d'orientation budgétaire, tout simplement parce que là, c'est qu'une partie de la voie douce qui va être réalisée. On vous a bien expliqué, vous n'avez peut-être pas entendu, que la voie douce dont les travaux vont débuter tout à fait prochainement concerne le tronçon entre la plage du Casino et la réserve. La voie douce dont nous avions parlé précédemment allait jusqu'au Grand Valat. Le matériau, donc nous avons sur cette opération un maître d'œuvre, et donc nous nous orientons vers le remplacement du platelage par un matériau béton. Béton désactivé, et le niveau de finition n'est pas encore arrêté. Nous attendons des propositions complémentaires de la part du maître d'œuvre. Le tracé sera sensiblement le même que celui emprunté actuellement par le platelage, hormis une portion où il y a un décalage de 2 mètres afin d'échapper à des problèmes de stabilité du soutènement vis-à-vis de la plage, d'une part, et pour éviter d'avoir trop de palmiers situés dans le cheminement de cette voie douce.
Pour le schéma directeur des voiries, ben justement, le préalable, c'est ce travail qui va être entamé. Il faut déjà que l'on ait le taux de dégradation des voies. Donc, il y a d'abord, avant de faire un schéma directeur, il faut déjà avoir un état des lieux sérieux et qui s'appuie sur des bases techniques et non pas sur simplement du visuel, sur un petit affouillement qui est constaté sur une tranchée d'un réseau quel qu'il soit. C'est pas ainsi que l'on détermine la solidité d'une voirie en la matière. Concernant les points particuliers qui sont énoncés dans le DOB 2022, la rue Didier-Dora, Monsieur Minot connaît très bien la situation de cette rue, parce que nous avons un héritage qui est lourd à porter, comme nous le répétons régulièrement, car la rue Didier-Dora, au droit de la résidence de deux de vos collègues colistiers, n'appartient pas à la ville. C'est une particularité, ça appartient à la copropriété. Donc nous faisons un gros travail de régularisation de ces points qui sont relativement nombreux sur la commune de Bandol. Et avant d'entamer les travaux, il faut déjà que l'on soit chez soi. C'est le préalable, me semble-t-il. Ça, c'est le premier point qui explique donc peut-être ce manque d'information. Mais d'autre part, nous ne sommes pas les seuls intervenants. Donc nous avons déjà un travail à faire de réorganisation en interne, mais sur ces points concernant la voirie et l'enfouissement des réseaux, nous sommes confrontés à des délégations de compétences. Et en la matière, si on veut faire un réseau pluvial qui est inexistant dans cette rue Didier-Dora, il faut que l'on ait le concours de la communauté d'agglomération, qui, elle, est beaucoup moins avancée que nous en termes de PPI. Donc tout est possible, vous voyez, on a ces difficultés-là à régler et il faut arriver à se mettre en phase et bien coordonné pour mener des opérations qui peuvent de l'extérieur sembler faciles, mais qui se compliquent très rapidement lorsque nous sommes plusieurs intervenants sur le même site. Les autres points concernant le boulevard du Capellan. Le directeur des services techniques pourra vous dire qu'on fait effectivement des travaux en conformité avec la législation et le code de la route. On n'a pas l'intention de mettre des bordures de trottoir au milieu de la chaussée. Par contre, on a la volonté de contrecarrer les velléités de certains opposants qui emploient des méthodes tout à fait choquantes, parce que les fameuses J11, c'est la troisième fois qu'elles sont sciées à la base par des gens inconnus pour l'instant. C'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre des noms dessus, mais voilà ce que l'on constate, ce manque pour le moins de civisme et pour plus des atteintes au patrimoine et au bien bandolé à travers ces exactions. Donc effectivement, on va, et ça rejoint un des soucis de Madame Henriot, on va procéder à la réalisation de jardinières, c'est un bien grand mot, jardinière, mais le traitement va être identique à ce que nous avons fait dans la rue du 8 mai. Entre chaque place de stationnement, nous allons réaliser des petites jardinières et planter au sein de ces jardinières différents arbustes. Ceci afin de maintenir ce qui marche très bien. Ces chicanes qui sont provoquées participent à la réduction de la vitesse sur ce boulevard qui était parfois pris pour un circuit de vitesse par certains conducteurs de véhicules 4 roues ou 2 roues. Donc ce principe de chicane marche très bien, nous voulons le conserver. Et donc je trouve que les jardinières, en termes d'esthétique, rendent un autre rendu que des bordures J11 qui, à mon sens, sont beaucoup trop nombreuses sur Bandol. Le PPI, je reviens quand même sur le PPI, puisque nous avons quand même d'autres voiries.
il y a une voirie qui aurait dû être dans ce PPI, mais qui dans le DOP 2022, mais hélas, pour des raisons que j'ai évoquées précédemment, avec la concomitance des compétences qui ne relèvent pas toutes de la ville de Bandol, c'est la voirie le chemin de la gare du R, qui a fait l'objet d'une urbanisation assez intense pendant les années passées, et ça se poursuit. Mais il faut impérativement que l'on arrive à réaliser cette voie avec l'enfouissement de tout le réseau et la création d'un réseau pluvial. Vous comprendrez que, Monsieur le maire vous l'a rappelé tout à l'heure, les recrutements qui sont évoqués, le directeur des services techniques ne va pas oser vous le dire, mais il est arrivé donc il y a juste 6 mois, un peu plus de 6 mois. Le plan de charge est assez conséquent quand on veut faire les choses bien, et c'est le cas, et notre nouveau DST fait les choses bien, et tout ceci, ça nécessite un investissement particulièrement important, mais surtout c'est un plan de charge assez monumental lorsqu'il faut que l'on mette tout ça en place. Monsieur Minot a pu constater lors des commissions d'appel d'offres le soin et le détail qui est apporté dans les rapports d'analyse des différentes offres. Le sérieux nous guide. J'ai vu que M. Minot voulait s'exprimer. Oui, je voulais... tout de suite. Non, je vous en prie, répondez. Non, mais c'est... Je voulais juste préciser à M. Chorel que le transfert de propriété concernant la rue d'Ora était prévu sur l'acte originel de vente de la copropriété. Oui. Donc il reste donc à formaliser les actes, si je puis dire. Il n'a jamais été concrétisé. C'est ça. Il n'avait pas fait l'objet d'un PPI. Oui. Donc j'avais prévu un quart d'heure pour la réponse, et M. Chorel a parlé pendant 14 minutes 30. Donc la parole est à M. El Ghizani. Non, vous pouvez développer un tout petit peu, M. El Ghizani. Bonsoir. Donc quelques chiffres, comme l'a évoqué M. Chorel, ça fait 5 mois que je suis là, 5 mois que j'ai intégré la commune. Donc je n'ai pas la connaissance de toutes les problématiques que vous rencontrez, mais croyez bien que pour un budget donc de 3,9 millions, il y a un certain nombre d'études à mener pour effectivement faire en sorte qu'elles soient bien menées. La première des choses, c'est de mener une stratégie de gestion patrimoniale, et elle repose nécessairement sur des schémas directeurs. Je n'ai pas la connaissance de l'état des voiries, je n'ai pas la connaissance de l'état de nos aménagements paysagers, de nos éclairages publics. Donc la première des choses à faire quand on prend un poste comme le mien, c'est de faire un diagnostic, et ça tout le monde l'aura compris, en fonction de ces schémas directs, de ces diagnostics qui vont donner des orientations, des schémas directeurs. On arrivera sur des projets structurants pour la commune, quel que soit le secteur géographique, que ce soit le centre-ville ou les quartiers annexes. Et puis pour tous les projets que vous avez évoqués, mon prédécesseur a lancé un certain nombre d'études qu'il convient de reprendre et d'affiner. Et comme l'a dit M. le maire, on avance petit à petit, mais on avance. Merci. Merci, M. El Ghizani. Monsieur le maire, est-ce que je peux poser une question à Monsieur El Ghizani. Ghizani, pardon. Il vous écoute. C'est au sujet des jardinières. Donc, M. Chorel disait que donc, vous alliez réaliser donc, des chicanes sur le Capellan avec, on va dire,
des aménagements particuliers. Moi, je veux juste savoir, parce qu'à des endroits, le trottoir est vraiment très étroit, si les trottoirs en amorce des chicanes vont être remaniés. Monsieur Minot. Oui, monsieur le maire, merci. Une question un peu plus précise. Notre attention a été retenue dans le cadre du PPI sur ce qui est qualifié d'indemnité Val d'Aran. Si c'est bien expliqué, c'est une indemnité de résiliation de 1,6 million qui va être allouée en 2022 à la Sogeba. Alors ma question est très simple et je vais rappeler quelques dates tout de même. Comment a été calculée cette indemnité et éventuellement à quel titre? Alors, je rappelle pour l'information de ceux qui ne le sauraient pas, c'est que ce bâtiment du Val d'Aran, enfin, il y a 2 corps de bâtiment, 41 lots, a été réalisé en 1985 par le Conseil général, qui a reçu en 1988 la location de ces 2 corps de bâtiment dans le cadre d'un bail amphithéotique, qui a été résilié en 2005 et qui a fait l'objet en 2006 à nouveau d'un bail amphithéotique qui a été consenti à la Sogeba avec une particularité, c'est que la Sogeba a été déchargée de toute amélioration et de tous travaux réalisés. Alors aussi bien ce que je crois savoir que la gestion locative a été confiée et sous-traitée par la Sogeba à une agence immobilière. Et c'est dans ce contexte un peu précis que je m'étonnais du montant de cette indemnité qui me paraissait très élevée, puisque en réalité, en fait de bail amphithéotique, il ne faut pas entendre en l'occurrence bail à construction. Nous sommes seulement sur un bail. D'ailleurs, l'amphithéose, c'est la jouissance d'un droit réel. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que l'on construit. Et donc, comment dirais-je, le montant de cette indemnité nous a un peu surpris, étonnés. On voulait savoir très précisément sur quelle base elle avait été établie. Non, on ne va pas rentrer complètement dans le détail du projet. Effectivement, il faut se mettre en conformité avec la loi. Je vais répondre sur le montant. Oui. Voilà. Ça a été évalué. Il y a une évaluation des domaines il y a maintenant 2 ans. Et c'était ce montant-là qui avait été donné. Et il y a une nouvelle estimation des domaines qui a été demandée. Et ça traîne un petit peu pour avoir le retour. Et donc, je pense qu'on pourra discuter sur des bases actualisées dès qu'on aura ce retour. D'accord. Nous y aurons accès, monsieur le maire. Je pense que... il n'y a pas de raison de cacher l'estimation des domaines. Bien, je vous remercie. Pas de problème. Peut-être avant de conclure ce débat, je pensais que, puisque M. El Ghizani avait pris la parole pour expliquer un petit peu ce qu'il faisait, on va peut-être demander à Mme Gaborio si elle veut compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'état des lieux et la perception de... Voilà, c'est quand même assez compliqué d'avancer sur des grands projets. Mme Gaborio est ravie de... Je vais prendre la parole. C'est un peu compliqué. Vous parlez des grands projets, effectivement, c'est quelque chose de lourd qui sera conséquent pour la ville de Bandol. Donc c'est prendre le temps, effectivement, d'avoir un état des lieux, d'essayer de se projeter dans différents scénarios. Et chaque scénario demande à vérifier tout cela auprès des services de l'État, des différents services de l'État, de la planification, le service de maire électoral. Voilà, tout cela demande des études relativement longues. C'est se connecter aussi aux autres travaux, les travaux qui vont être prévus sur le port. C'est comment connecter ce qui va être fait sur le port avec le côté ville. Donc les sujets ne manquent pas. On travaille effectivement sur le front de mer et on travaille aussi sur la révision du PLU
donc tout se rejoint, c'est-à-dire que quand mon collègue M. Alghizani travaille sur les voiries, de l'autre côté on va regarder tout ce qui est circulation à l'échelle de la ville, on va regarder, on réfléchit à une piste voie douce, pas seulement sur le front de mer, mais que ça puisse remonter effectivement sur l'ensemble de la ville et dans l'ensemble des quartiers. Donc voilà, c'est des études qui prennent du temps et l'année 2022 effectivement sera orientée sur ces différentes études à grande échelle, à l'échelle de la ville via la révision du PLU. On va travailler en parallèle sur une étude de circulation à l'échelle effectivement de la commune pour parler de déplacements, pour parler des transports en commun, des déplacements doux. Et après, plus spécifiquement, on va travailler sur des projets au niveau du front de mer et aussi sur l'avenue du 11 novembre. Parce qu'on travaille sur les deux entrées principales de la ville, qui est cette avenue-là par le nord et par l'est au niveau du front de mer. Voilà. La tâche est grande. Merci Madame. Oui, pardon. Merci Madame Gaborio. Monsieur Chorel m'a fait un petit signe. Oui, je voudrais quand même apporter une précision et donner un coup de projecteur sur un point qui est vite passé, mais qui n'a pas fait l'objet de remarques et donc de réponses. C'est sur notre volonté d'agir sur l'éclairage public. Dit comme ça paraît anecdotique, mais l'éclairage public, ça fait partie des dépenses très conséquentes de notre budget. D'une part, mais d'autre part, il faut travailler sur notre environnement. Donc, c'est tout sauf anecdotique. Cette année, les plus de, au total, quasiment 400 000 euros qui vont être investis sur l'éclairage public. À la fois pour remplacer les plus énergivores de nos éclairages au profit d'équipements en LED, d'une part, et d'autre part par la mise en place de dispositifs d'abaissement du niveau de puissance lumineuse. Et pour ce faire, je tiens quand même à souligner que notre volonté déjà, ça a été d'œuvrer sur les quartiers les plus extérieurs de Bandol. Ce n'est pas le centre-ville qui est concerné par cette première phase. Donc, cette volonté, nous l'affirmons, et c'est d'autant plus important que les perspectives d'évolution de la tarification de l'énergie électrique sont assez inquiétantes et pourraient avoir des retombées assez négatives sur les budgets des communes de façon générale. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vais quand même conclure en répétant ce que j'ai dit en introduction. C'est que je pense que ce que nous avons proposé aujourd'hui, qui a été présenté par Madame Bourron et Madame Larousse, je pense que c'est à la fois ambitieux et raisonnable, et je pense aussi que c'est réaliste avec un certain optimisme malgré ce contexte sanitaire encore incertain. Donc nous passons au vote qui est con. Oui, Monsieur Bell. Une petite question sur la formulation de ce vote. Si je prends le texte régissant, il est très court, le DOB, il est prévu une délibération spécifique prenant acte du débat. Tout à fait. Et vous vous demandez aussi, j'ai vu que dans aussi un rapport, enfin une délibération approuvant le DOB, c'est ça aussi? Tout à fait. Donc il est proposé, mais c'est marqué dans la délibération, oui, je ne l'ai pas relu, oui. Prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et approuver le rapport d'orientation budgétaire. Là, nous c'est simple, prendre acte, là on fait que constater qu'effectivement il y a eu un débat. C'était pour savoir si vous alliez voter pour ou pas, c'est ça? Voilà, et ensuite on a une deuxième délibération où on approuve ou non, où on s'abstient sur... Voilà, pour que les choses soient claires. Pour moi, la délibération est bien faite. Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Je pense. Je n'ai pas dit le contraire, monsieur. Je pense qu'elle... Donc ça pose un problème pour votre vote, c'est ça? Aucun problème. Prendre acte, je ne sais pas que vous approuvez ou réfutez. Donc un vote pour, mais pas une approbation de notre politique, c'est ça? Ne jouons pas. Ça, on s'en doutait.
On s'en doutait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. C'était la dernière délibération. Donc le conseil est terminé. Merci. Non, non. Participe pas. Regarde, il se précipite sur Var-Matin. Il se précipite sur Var-Matin. Nous n'avons pas la teneur. Tout ce que tu as dit, c'est des études que peut-être les gens. Moi, il m'a répondu qu'il me répondra, il saura combien ça vaut. Ah ouais, je comprends. Mais je vous l'envoie dans l'heure qui suit. Non, demain matin. moi je vous l'envoie ce soir. Vous avez mon téléphone. Super. Mais attention, hein. On a voté contre. Il y avait les deux communes. Voilà.